Je suis accompagnée donc de Laurent Denise, toujours donc co-directeur d'investissement et gérant de Fonchet Odo Asset Management. On va revenir sur, on en parlait à l'instant, de la Suisse. C'est vrai que donc la Banque nationale suisse qui a abandonné son cours plancher donc face à l'euro qui était en l'état depuis 3 ans. Ça a eu l'impact qu'on a vu donc sur les marchés avec cette chute de l'euro franc suisse. Ça a eu un impact surtout aussi sur les valeurs suisses évidemment. Et ça a un impact encore aujourd'hui, on le voit sur beaucoup de grosses sociétés suisses vont avoir un impact de cette politique un petit peu rapide de la BNS dans les mois à venir encore. Est-ce que ça a modifié votre allocation, votre choix de certaines valeurs, notamment dans vos portefeuilles? Tout à fait. Si on revient déjà sur l'événement, en fait, abandon du PEG, abandon de cette parité fixe entre le franc suisse et l'euro. Je crois qu'il y a une vraie perte de crédibilité de la Banque nationale de Suisse qui a vraiment cassé la confiance qui avait été mise en elle. Et ça, c'est important de le souligner. C'est important de souligner cet aspect dans un environnement un peu plus large qui était dicté par une communauté d'intérêts, une communauté de comportements sur les banques centrales qui en fait s'était mis en phase sur l'idée de faire une forward guidance, de communiquer par avance sur ce qu'elles étaient en capacité. Toutes les autres banques centrales en général. Exactement, on a vu la Fed, la BCE. Exactement, avec des meetings maintenant qui sont étagés sur la même fréquence, 6 semaines, une communication qui se veut justement non surprenante, en tout cas pas ce qu'on avait auparavant, une communication qui est vraiment qui partait dans le bon sens. Et là, patatras, la Banque de Suisse toute seule, puisque même le ministre des Finances suisse n'avait pas été au courant. Je crois qu'il y a 3 personnes simplement au sein du conseil des gouverneurs de la Banque des Suisses qui étaient au courant de cette décision qui a été prise, alors je ne vais pas dire en dépit du bon sens, puisque quelque part c'est une décision effectivement qui les mettait, enfin en tout cas ce positionnement les mettait en risque très très fort. S'il n'avait pas fait s'il n'avait pris cette décision, avant on va dire, la décision de la BCE, il se passerait quoi aujourd'hui? En fait, ils auraient des moins-values latentes encore plus élevées que ce qui s'est passé aujourd'hui. Ouais. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans cette période de crise qu'on a vécue, pour défendre cette parité, ils ont dû acheter des actifs en euros de manière très très importante. Quand vous avez une dévaluation, puisque c'est ce qui s'est passé de l'euro par rapport à toutes les autres devises, vous avez effectivement une dévalorisation de vos actifs. Sur les valeurs, si on revient sur les valeurs, comme je vous le disais tout à l'heure, je crois qu'il y a vraiment un choix à faire qui va être basé sur l'analyse fondamentale. C'est-à-dire que maintenant, il faut revenir non plus sur de la gestion directionnelle, acheter le marché suisse. Ça fait longtemps qu'on en fait plus trop là en ce moment. Alors, je vous invite à revisiter les performances du marché suisse de manière sur les 3 dernières années, et je peux vous assurer qu'il a surperformé et quel que soit le secteur, que ce soit sur les défensives ou sur les cycliques. Bien sûr plus sur les défensives, et on est plutôt bien placé pour ça, puisqu'on est positionné au travers de ce fonds Optimal Income ou d'un autre fonds Odovision sur ces valeurs défensives qui ont extrêmement bien performé. Je crois qu'aujourd'hui il s'agit vraiment par rapport à ce changement de paradigme, cette perte de crédibilité de la Banque de Suisse, et puis cet impact, on l'a souligné tout à l'heure, sur les bénéfices par action de certaines sociétés, de revisiter un peu la capacité à générer des cash flows de l'ensemble de ces sociétés. Alors il va y avoir des gagnants. Il va y avoir plus de stock picking là, ça va vraiment être action par action, voir un petit peu celles qui vont bien résister dans ce contexte. Qu'envisager le marché suisse autrement que par l'analyse fondamentale, la revue de l'ensemble des cash flows, la capacité prospective à générer des bénéfices par action, l'envisager autrement me paraît, si ce n'est dangereux, aventureux. Voilà, je dirais aventureux. Donc, mais la bourse, c'est une aventure. Non, la bourse, oui, ça peut être une belle aventure, mais le terme aventureux ne me paraît pas approprié. Je pense qu'il faut plus retourner vers les fondamentaux. Et quand on analyse les fondamentaux d'une société, on regarde les cash flows futurs, et bien là, on regarde, comme je vous le disais, le mix produit, la capacité en fait à appréhender justement ces bases de coûts qui sont en train de bouger, et donc encore une fois il y aura des gagnants et des perdants, mais ça décote sur certaines valeurs de manière un petit peu uniforme, puisqu'il y a
des intervenants en fait qui ont été obligés de céder leur position, hein, puisque ça a quand même été violent. Il y a eu des stop loss, donc des pertes qui ont été déclenchées. Ça génère des opportunités aussi. Il y a certaines valeurs qui sont aujourd'hui, qui offrent des opportunités assez intéressantes. Et c'est ça qui fait l'intérêt de tous les marchés, c'est que quand il y a des crises, quand il y a des soubresauts aussi soudains provoqués par des effets exogènes type banque centrale, forcément derrière il y a un réajustement en fait des allocations qui mettent en capacité de générer des opportunités et puis d'autres un peu moins. Alors en parlant justement de banque centrale qui agit de façon un petit peu surprenante et toute seule, on a eu la banque russe, la banque nationale russe qui a en décembre a augmenté son taux directeur, est passé à 17%, alors qu'il était à 7 ou 5%. Et là, on le redescend parce moins de points, tout à fait, 15%. On a des perspectives de récession. Là c'est pareil, on a l'impression vraiment aussi que la banque centrale russe, agit un petit peu au doigt levé, au doigt mouillé. Je pense que la Russie est dans une situation extrêmement délicate. Hein. Il y a bien évidemment les impacts de la crise ukrainienne et puis les sanctions. Là, ça commence à piquer très très fort. Hein. On avait encore l'an dernier, je vous rappelle, des anticipations de croissance de la Russie. Aujourd'hui, on est dans des configurations où la Russie va rentrer en récession. Il y a même certains brokers qui anticipent des récessions quasi proches de 5%. Donc on a des balances courantes qui sont en train de se détériorer, des réserves de change qui fondent extrêmement vite. Et des fuites de capitaux. Et des fuites de capitaux absolument massives, des banques qui sont à l'agonie. Et donc un rouble effectivement qui s'est déprécié à peu près de 50%. Par rapport à un panier de devises mondiales. La seule réaction possible, puisque la Banque centrale russe ne pouvait pas maintenir, puisque ses réserves de change diminuaient, c'était de monter ses taux le plus rapidement et le plus fort possible. Donc c'est ce que vous avez dit, passer jusqu'à 17%. Et puis là, effectivement, on a une sorte d'accalmie et donc la nécessité, si on ne veut pas rester en récession, parce que quand vous avez des taux à 17%, forcément, vous avez un aspect récessif très très fort qui va vous emmener au fond. Donc, il faut vraiment essayer de contrer ça. Mais comme vous le dites, c'est une réaction au fil de l'eau, qui est une réaction qui, pour l'instant, nous interroge sur la capacité éventuelle de la Russie à faire défaut. Et s'il y a un risque identifié dans le marché, je ne pense pas qu'il soit au niveau macroéconomique, mais il est plus peut-être sur un défaut de la Russie si les sanctions s'accroissent, si la situation au niveau des devises, le retrait de devises continue dans cette perspective. Je crois qu'on peut avoir, on peut redouter un éventuel défaut de la Russie. Et quel serait l'impact justement sur les marchés européens par exemple ? Je crois que l'Allemagne est assez exposée au marché russe. Tout à fait. En fait, l'Allemagne, d'ailleurs, on l'a vu l'an dernier, c'est un très bon point. 2/3 des exportations de l'Allemagne sont vers les exportations et effectivement une part non négligeable vers la Russie. Et on l'a vu avec finalement la croissance allemande et les indices de confiance en Allemagne qui ont chuté assez fortement, même s'ils se sont stabilisés. On a vu une baisse des investissements en Allemagne qui reflétait ce peu de confiance vis-à-vis effectivement de l'Europe de l'Est. Je pense que le défaut de la Russie aurait des effets de bord sur toute l'Europe de l'Est et effectivement à minima sur l'Allemagne et quelque part finalement, puisque l'Allemagne était quand même le moteur de la zone euro, sur la zone euro. Je pense que ça ne serait pas souhaité, même si je pense qu'aujourd'hui on est dans une autre configuration que celle qu'on avait vue avec le défaut de la Russie à la fin des années 90. Je pense que l'impact serait plus limité. Pour autant, c'est quand même pas un événement à souhaiter. Je pense que ça pourrait secouer très très fort les marchés. On va passer maintenant du côté grec. Alors c'est vrai, on en parle beaucoup. On a actuellement donc, le ministre des Finances grec et puis également aussi le Premier ministre grec qui font leur tournée